des déterminants de santé et que c'est très important d'avoir une activité régulière. Du coup, bien sûr, ces publics qui ont plutôt du mal à se loger, à se nourrir et à remplir les besoins face aux familles, une maman toute seule avec ses enfants ou un retraité qui n'a pas plus de 600 € par mois, ou dans le milieu rural, on connaît bien ce que sont les retraites. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, il faudra penser un petit peu à cette frange de population en grande difficulté financière. Ah mais tout à fait, mais je pense qu'au niveau des agences régionales de santé, c'est déjà une réflexion qui est en cours sur santé et activité physique. Donc je pense que là aussi, on peut le faire porter. Nous, dans la commission droit des usagers, etc., on est justement pour gommer les inégalités sociales d'accès à la santé. Donc je crois qu'il faut qu'on regarde où sont les priorités. Bon, on n'a pas le temps d'aborder ça, mais il y a aussi des actes inutiles qui sont actuellement remboursés par l'assurance maladie. Je crois qu'il va bien falloir aussi qu'un jour, nos politiques, je dirais au grand sens du terme, aient le courage de regarder où sont ces dépenses inutiles et de regarder comment on peut les mettre par rapport à des concepts qu'on élabore, qu'on peut mettre en termes expérimental, parce que ça aussi, rien n'empêche de le faire, et qu'à ce moment-là, on prenne en charge des choses telles que celles que vous avez proposées aujourd'hui. Moi, je crois qu'alors ça, voilà. Hein. Juste pour finir sur ce sujet, on a l'aide alimentaire, on peut très bien avoir l'aide à l'activité physique. Tout à fait, tout à fait. Puis il y a des budgets d'action sanitaire et sociale, mais faut-il aussi que ce soit un débat qui soit... Et c'est là où, quand tout à l'heure, moi j'expliquais que chacun d'entre nous peut être une pierre à l'édifice, à la construction, c'est que dans les débats publics, il faut que absolument... Alors, vous savez que jusqu'à maintenant, l'Agence régionale de santé, en lien avec la Conférence régionale de santé et de l'autonomie, faisait des débats publics dans chacun des départements de la région centre. Cette année, c'est la bientraitance, donc vous allez bientôt l'avoir à Bourges. On l'a démarré à Orléans la semaine dernière, mais ça peut être aussi des réflexions apportées, si vous le voulez. Notamment, nous, on voudrait une concertation citoyenne, parce qu'on voit bien que les débats publics concernent des gens qui sont déjà, je dirais, sensibilisés, et qu'il faudrait toucher l'ensemble de la population pour cibler où sont les véritables attentes et besoins et comment ensuite on peut les faire remonter pour modifier, si vous voulez, et les attentes et les besoins de nos concitoyens. Hein. Je crois que là aussi, il faut qu'on réfléchisse à la concertation citoyenne. Plus que ce qu'on a fait jusque-là, jusque les débats publics. Il fallait bien démarrer. Mais la concertation citoyenne nous permet d'être un axe sur lequel on peut travailler. Pendant que j'ai le micro, je voudrais dire deux mots dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est qu'on a parlé du patient ou de l'usager acteur, mais il faut surtout pas oublier l'environnement. Alors ça a été dit par l'un des intervenants, notamment le niveau personnel, familial, social, etc. Mais je crois qu'il faut toujours aussi, et notamment lorsqu'on aborde des maladies chroniques, l'aidant familial, et qu'il y a des dispositions qui vont être prises déjà en compte pour justement ce qu'on appelle les fameux séjours répit, parce qu'on sait bien que parfois, et dans certaines pathologies, c'est pas celui qui est atteint qui s'épuise le premier, mais c'est celui qui est dans l'immédiateté, je dirais, de la proximité avec lui. Donc ça aussi, je voudrais dire que c'est des réflexions sur lesquelles on est. Il existe déjà dans certaines pathologies des séjours répit qui sont pris en charge. Donc je voudrais le pointer à nouveau et de dire, n'oublions pas, quand on parle d'un patient, de son environnement familial, social. Puis l'autre axe qu'on n'a pas trop évoqué, c'est aussi qu'on parle du personnel, du familial, du social, mais parfois, même dans des pathologies chroniques, il y a tout l'environnement professionnel. Et il faut aussi que le regard des entreprises changent par rapport à certains types de pathologies et où des personnes peuvent être réinsérées dans le cadre de leur entreprise avec des postes adaptés. Donc vous voyez qu'il y a du chemin aussi à parcourir. On ne peut pas tout aborder, mais sachez que c'est des préoccupations qui nous concernent et que l'équilibre d'un individu y passe au travers de tout ce qui est autour de lui. Merci. Oui, moi je souhaiterais vous demander ce que vous pensez de la pratique de l'ostéopathie.
qui n'a pas été envisagé par les très bonnes interventions des différents médecins qui sont venus à la tribune. Voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît, sur cette qui veut pratique. Répondre. Moi, je peux vous dire que l'ostéopathe fait partie de l'encadrement des sportifs. Il apporte une lecture un petit peu globale du sujet. On l'associe au kiné, on l'associe au médecin du sport. Donc, c'est pas il fait partie d'une équipe. Bon, après, il y a des gens qui se soignent que par ostéopathie. Alors après, c'est une vision personnelle. Mais pour nous, en médecine du sport, ils sont là au titre d'une équipe de soins qui accompagne le sportif. Moi, je voudrais vous mettre en garde pour une chose. Dès lors qu'on croit quelque chose, on veut dire que c'est la seule solution, et ça, c'est pas vrai. Tous les professionnels ou pas professionnels qui vous disent « j'ai la solution qui marche pour tout », je suis très branché, par exemple, musicothérapie. Je pense que c'est quelque chose de très important. Mais quand on va dans une musicothérapie, vous dites « j'ai la solution pour tous les problèmes de tous les patients », c'est faux. Dès que quelqu'un vous dit « c'est la solution », fuyez immédiatement, c'est doctrinaire, c'est dangereux. Il n'y a pas une solution pour tout le monde, sinon on ne ferait pas du sur-mesure. Il y a un ensemble de prises en charge qui peuvent être nécessaires, encadrées, parce qu'il y a quand même des risques aux manipulations vertébrales en particulier, et penser, comme pensent certains ostéopathes, que toutes les pathologies sont liées à des dysfonctionnements vertébraux, c'est faux. Je vous assure qu'il y a d'autres maladies. Il faut se méfier de ça. Alors, les éthiopathes, c'est pire, hein, mais attention à la vision doctrinaire. Dès lors qu'on vous donne une solution miracle, c'est faux. C'est faux. Si on avait une, ça se saurait. Merci. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec mes confrères. Je pense que, bon, effectivement, moi je suis homéopathe, je sais très bien que l'homéopathie peut être utile, mais ça ne soigne pas tout. C'est très clair. Donc l'ostéopathie, c'est très bien, mais ça ne soigne pas tout. De même, les médicaments allopathiques, c'est très bien, mais ça ne soigne pas tout. Puis ça peut rendre malade, comme l'a dit le docteur Bréa. Une dernière question. Y a-t-il une dernière question ? Là-haut. Tout d'un coup. Attends. Je reviens. Allez, il y en a une. C'est toujours difficile de se lancer, alors c'est quand arrive la fin que tout d'un coup on se dit « Ah, j'ai des questions à poser ». Oui, c'est une question que je pose depuis maintenant 25 ans, et au moins, et je vais toujours la poser parce que bon, on est dans un système quand même social qui est quand même assez avancé, on va dire. Et ça fait depuis plus de 25 ans qu'on nous dit on va créer le 5e risque de la sécurité sociale. Alors vous savez, c'est le handicap et la vieillesse. Depuis 25 ans ou 30 ans, tous les gouvernements, les uns derrière les autres, nous disent voilà, on va prendre les choses en main, et les uns derrière les autres, ils lâchent l'affaire et disent non, on n'a pas les moyens, on va mettre de l'argent ailleurs, mais surtout pas là-dedans. Alors c'est quand même dommage, c'est qu'on arrive avec des personnes âgées à 70, 75, 80 ans, qui ont vécu toute leur vie, qui ont payé leur sécurité sociale, la MSA, qui ont donné à l'État. Et en retour, ils arrivent à l'hôpital ou en maison de retraite, on leur donne rien. Dire qu'il va falloir qu'ils vendent leur maison, qu'ils vendent leurs biens, qu'ils déshéritent leurs enfants. Alors, moi je pose la question, où est l'État là-dedans ? Comment peut-on regarder les personnes âgées en face quand on leur a tout volé ? Quand on leur donne des retraites de misère et qu'à côté, on distribue largement à d'autres personnes qui ne le méritent pas. Moi, je pose la question, j'ai travaillé dans le milieu soignant pendant 20 ans, j'ai été militaire aussi pendant 17 ans, donc oui, j'ai fait les deux, et je pose toujours la question, mais pourquoi nos anciens n'ont-ils pas droit à la reconnaissance de la nation et de ce qu'ils ont donné pendant toute leur vie ? Voilà ma question, c'est une question primordiale. Le 5e risque, alors
Non, on n'en parle plus du tout. Hein. Ça fait au moins pratiquement 10 ans qu'on n'en parle plus du tout. Hein. C'est vrai que les CODERPA, les CORERPA, les UNRPA ont été très militants par rapport à ce cinquième risque, à cette branche maintenant plus personne n'en parle. Hein. Il y a plus un candidat à l'Élysée qui parle du cinquième risque. Hein. C'est fini et enterré. Hein. Bon, mais effectivement, je vous rejoins quant à la dignité de nos sociétés. Qu'est-ce qu'on propose aux personnes âgées dans notre société? Je crois que c'est vrai que on peut aussi mesurer, je dirais, notre qualité de société à la manière dont on traite les vieux et de la manière dont on traite les animaux. Hein, je crois que ça se rejoint un petit peu. Hein, c'est pas pour dire que les personnes âgées sont des animaux, hein, mais je crois que quand on s'occupe des plus faibles de manière parfois aussi indigne, effectivement. Hein, bon, je crois que tous les gens qui travaillent en gériatrie, le personnel je dirais habituellement, hein, se défonce pour s'occuper des personnes âgées le mieux possible, avec des moyens qui sont ridicules. Hein. Docteur Bréard parlait tout à l'heure, oui, je crois que c'est lui qui parlait, à 60 ans, on n'est plus handicapé, on est vieux, hein, et effectivement les prises en charge ne sont plus les mêmes. Quand on voit la différence de la manière dont sont financées la prise en charge des personnes handicapées et la manière dont est financée la prise en charge des personnes âgées handicapées, effectivement on pleure, hein, mais c'est pas pour dire qu'il faut retirer de l'argent aux handicapés. Mais après c'est aussi des choix de société. C'est aussi des choix de société parce que effectivement, peut-être qu'aussi la solidarité nationale, comment est-ce qu'on l'exerce, où est-ce qu'on met les sous, voilà. Je voudrais compléter en disant qu'on ne croit pas du tout au cinquième risque et c'est dangereux de penser à ça parce que la dépendance elle est liée aux pathologies. Et si on découple les deux risques, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. C'est une vieille idée qui était fausse. La dépendance est toujours liée à une maladie ou à des maladies plus exactement et il ne faut pas découpler l'un de l'autre. C'est pour ça que le cinquième risque c'est une idée dangereuse. Ça veut dire qu'il faudrait quand même assurer les conséquences de toutes les maladies. Et c'est là qu'est le problème que vous soulevez. Juste un mot sur ce que vous avez dit sur certains qui ne méritent pas. Il n'y a pas de mérite, parce que la dignité humaine est intrinsèque à l'homme. Donc tout homme mérite une attention, quel que soit son passé, son histoire, son genre, sa race, sa couleur, tout ce qu'on veut. Quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de méritant pour avoir le droit à la prise en charge, heureusement, parce que ça c'est fondamental pour nous. Et le cinquième risque, c'est une mauvaise idée. Par contre, qu'il faille tenir compte des conséquences des maladies jusqu'au bout, dans l'assurance des maladies, oui. Oui. Dernière question. Deux. Oui, je voulais revenir par rapport au concept de la fragilité. Je trouve que ce concept est passionnant, mais dans les observations que j'ai pu faire, en fait, c'est que en tant que personne, on ne se voit pas fragile, comme en tant que personne, on ne se voit pas vieux. C'est toujours l'autre qui est vieux. Et donc ma question est, à votre avis, à quelle échéance est-ce qu'on va proposer d'aborder la question de la fragilité dans les organismes de formation, les facultés, les industries? Parce que, d'après ma petite expérience, il me semble que ça devra passer par les professionnels, en fait, pour faire du dépistage et sensibiliser le grand public à ce concept, en fait. Je veux bien répondre à ça, parce que je connais un petit peu le problème. Alors, oui, aujourd'hui, la fragilité est enseignée à la faculté de médecine. Les professeurs de gériatrie enseignent la fragilité en long, en large, en détail. Donc, tous les nouveaux médecins vont être formés. À Bourges, par exemple, institut de formation de soins infirmiers, les infirmières sont formées à la fragilité. Donc, bien sûr, ça arrive, mais vous savez qu'un médecin, c'est 10 ans pour être formé. Et donc, avant que tous les médecins soient changés, il faudra 20 ans, 30 ans. Par contre, battez-vous, comme disait tout à l'heure madame, pour que vos médecins achètent des dynamomètres. Tant qu'ils ne penseront pas à faire ça, c'est un très bon marqueur de niveau de formation des médecins. Tous les services gériatriques, tout le monde doit avoir un dynamomètre. Et la mesure de la force musculaire, une fois par an, chez tous les plus de 65 ans, quels qu'ils soient, c'est une mesure simple, élémentaire, qui ne coûte pas cher. Et tout le monde doit acheter un dynamomètre. Mesurez ça, je vous assure, c'est le bon dépistage.
De plus, je pense que vont se développer des campagnes, je pense, je dirais de sensibilisation à la fragilité. On a dans le cadre du contrat local de santé de Vierzon, on a une fiche action portée par le réseau gérontologique pour faire connaître le concept de fragilité au grand public. Donc là aussi, pour que les gens aussi se dépistent, parce qu'il existe un questionnaire, un auto-questionnaire de dépistage de la fragilité fait par la faculté de Toulouse et donc le service du professeur Vélas dont parlait M. Bréard tout à l'heure. Voilà, la toute dernière question, vraiment toute dernière. Bonjour. J'interviens auprès de personnes dans leur maintien à domicile et on a des besoins qui reviennent très souvent, qui sont des besoins de kiné. On se rend compte qu'on n'a plus de kiné à domicile, donc peut-être qu'à Bourges ça va encore, mais dans les campagnes on ne se déplace plus à domicile. Donc c'est une problématique, notamment au niveau de faire bouger les gens, etc., etc. Et je me pose aussi la question suivante, quels sont les moyens humains et donc financiers qui sont mis à disposition pour aller lever les personnes 5 minutes par heure chez eux, quand ils sont isolés, qu'il n'y a plus personne, et qu'on n'a rien sous la main pour les aider à se maintenir physiquement. Alors là-dessus, il y a plusieurs réponses. Alors c'est vrai qu'il y a un manque de kiné, et en même temps, il y a des actes de kiné qui n'ont pas lieu d'être. Donc oui. Je crois qu'il faudrait mieux rééquilibrer les actes de kiné, que c'est pas quelque chose de facile. Je vous ai montré tout à l'heure, je n'ai pas fait en détail, mais la différence entre qui relève d'un acte de kiné ou qui relève d'une activité physique adaptée, il y a des grilles, il y a le score SPPB qui est fondamental, et très souvent, on demande à un kiné d'intervenir parce que c'est la seule chose remboursée, alors qu'une activité physique suffirait. Inversement, il y a des rééducations qui sont indispensables avant de passer une activité physique adaptée. Et évidemment, il faut pouvoir repérer les gens et faire les choses. Et ça, c'est pas facile. Ça demande de changer de paradigme. Ça demande de changer de vision. De tout doit être remboursé. Après, vous soulevez un autre problème. C'est pas seulement une question de remboursement. Là, je vous parle pas de ça. Je vous parle de qui se déplace à domicile concrètement faire ça. Oui. Alors, malheureusement, on a des manques cruels dans le département, et c'est pire dans les hôpitaux. Vous savez qu'on manque de kinés en ville, mais encore bien plus dans les hôpitaux, parce qu'ils sont payés beaucoup moins cher à l'hôpital, ils se barrent tout de suite en ville. Donc on a encore plus de difficultés. Le jour gériatrique de Vierzon n'a bientôt plus de kinés. Voilà. Mais je vous donne un exemple très très concret, malheureusement à cause de ça. Une pathologie que vous connaissez, qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, qui est une neuropathie périphérique, que la rééducation est capitale, et on peut faire une partie de la rééducation à domicile. Et moi j'ai eu 2 cas récemment où on n'a pas pu renvoyer les gens à domicile plus tôt, simplement parce qu'il n'y a aucune rééducation possible à domicile. Donc oui, il y a des manques cruels. Et on sait que les gens qui restent longtemps à l'hôpital sont en perte d'autonomie en rentrant à la maison. Alors perte d'autonomie, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a une maladie qu'il faut prévenir, apprendre, qui s'appelle la désadaptation psychomotrice, que ça doit se traiter tant à l'hôpital qu'ailleurs, et c'est une des causes de l'hospitalisme. C'est pas la perte d'autonomie, c'est une perte d'indépendance liée à la désadaptation à la station debout et à la station assise. Et je vous rappelle simplement la chose que vous pouvez faire sans faire de professionnel. Si je vous mets de profil pour vous le faire, la première chose à faire, c'est que si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, c'est catastrophique. Il faut en permanence un sujet qui ne marche pas beaucoup, si on l'installe, c'est les fesses plus en arrière que les épaules, le cocher de fiacre. C'est paraît rien, c'est pas besoin d'un kiné pour faire ça, tout le monde peut faire ça. Si on fait ça à tous les patients qui ont été immobilisés avant de les rééduquer, on évitera ça systématiquement. Il n'y a pas besoin forcément d'un kiné pour lutter contre ça. C'est pour les gens qui arrivent à l'hôpital, mais si on ne veut pas qu'ils arrivent jusqu'à l'hôpital... Ah non, mais en général, ils arrivent pour autre chose à l'hôpital. Ils arrivent pour autre chose en général. Mais au retour à domicile, il faut absolument lutter contre cette position vicieuse qui est les épaules plus en arrière que les fesses. Ça paraît rien, c'est capital. Capital. Il faut répandre cette culture-là, former les gens là-dessus. Bon, c'était la dernière question. Merci. Je pense qu'on peut applaudir tous les intervenants. Merci beaucoup.